On collabore avec Mario et l'équipe depuis plusieurs années et je pense que si Mario devait vous adresser quelques mots, il dirait que les croisières à Montréal ont quand même changé pas mal la donne au niveau de la visibilité de la ville et l'impact pour les commerçants et les hôteliers du vieux Montréal. Comme je comprends, je suis celui qui va briser la glace de ce cycle de présentation. Donc, très heureux. On va tout de suite mettre la présentation à l'écran et je vais vous balader à travers l'histoire un peu des croisières à Montréal et également vous parler des perspectives pour les années à venir. Est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'on voit la présentation? Moi, je la vois. Oui, Parfait. Bon, alors on va commencer le voyage. Euh, on va un peu d'abord situer qui on est à travers, globalement, je dirais, comparativement à l'industrie en général. Ce qu'on a vu en 2023, après la pandémie, et ça a étonné énormément de personnes, c'est que non seulement le niveau, le volume de passagers en 2023 avait récupéré ce qui était avant la pandémie, mais l'a même dépassé. Donc, 2023, à travers le monde, il y a eu 31 500 000 passagers qui ont pris un bateau de croisière. Et selon les projections de la Cruise Line International Association, CLIA, il prévoit que 2024 jusqu'à 2027, ben, ça ne va pas arrêter d'augmenter. Ce qui est intéressant de savoir, puis là, je vous mets vraiment la table, hein, on dresse la table. Les joueurs importants dans l'industrie, c'est évidemment le groupe Carnival Corporation, qui détient à lui seul à peu près 42,9% de la capacité mondiale à travers différentes filiales. Carnival, Princess, Seabourn, une compagnie qui vient à Montréal, P&O, Holland America, une compagnie qui vient à Montréal, Costa Cruises, Cunard et AIDA. Vient ensuite Royal Caribbean, qui détient à peu près 25,7% du marché, avec Royal Caribbean, Celebrity et Silver Sea, qui revient à Montréal à partir de l'année prochaine. Ensuite, troisième groupe, Norwegian Cruise Line. Donc, on a les bateaux Norwegian. Regent Seven Seas vient à Montréal. Oceania vient à Montréal. Et ensuite, bon, MSC Cruises, qui aujourd'hui détient 8,5% du marché. C'est probablement le joueur le plus agressif ces dernières années. On le voit beaucoup dans les publicités qu'ils font. Et ils sont en passe, en fait, de rejoindre au niveau capacité Norwegian Cruise Line. Donc ça vous dresse un peu le portrait, je dirais, du monde des croisières au niveau global. Question, mais d'où viennent les croisiéristes? Alors, où vont les croisiéristes? Pardon. Le marché principal des croisières, ça reste les Caraïbes. 34% des passagers vont aller dans les Caraïbes, suivi de la Méditerranée, 18%, l'Europe, 13%, l'Alaska, 6%, et ensuite, ça s'éparpille un peu partout. La destination Canada-New England, qui est la destination dans laquelle se situe Montréal, représente 1,2% globalement des destinations des croisières. Ça paraît peu, mais il faut dire que la destination a commencé à se faire connaître il y a à peine une dizaine d'années. Et donc, si on remonte il y a 10 ans et on regarde aujourd'hui, il y a vraiment un effort considérable qui a été fait, mais également une augmentation considérable qui a été constatée. Qui sont les croisiéristes? Ben, c'est pas vraiment une surprise que c'est les États-Unis, les Américains qui font le plus de croisières, suivi par les Allemands et les Anglais. Ensuite,
les Chinois, l'Australie, le Canada, au niveau canadien, 3,5% de l'ensemble des croisiéristes sont de nationalité canadienne. Vous allez comprendre que les États-Unis, c'est important pour tout ce qui est la démarche commerciale des croisières pour Montréal et l'ensemble du Saint-Laurent, mais que également l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont les deux marchés sur lesquels on mise beaucoup au niveau des démarches commerciales. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire de Montréal. Là, c'est l'heure du lunch, donc on prend le temps de raconter l'histoire. Euh, Si on retourne en arrière, donc de 2012 à 2019, c'est ce que moi j'appelle les années folles. C'est-à-dire que Montréal a une croissance phénoménale du nombre de passagers. On est parti, les colonnes en bleu sont les passagers internationaux et les colonnes en brun, ce sont les passagers domestiques. Alors, passagers domestiques, il y a une seule compagnie qui transporte des passagers domestiques, c'est CTMA, donc qui reliait Montréal aux îles de la Madeleine et qui a quand même compté, ben, au tout début, transporté 16 000 passagers, puis à partir des années 2017, ça a plutôt été 9 000 passagers en moyenne. Mais quand on fait le décompte total, CTMA représentait quand même 10% du volume des passagers à Montréal. Mais on va se concentrer sur les passagers internationaux. Et on peut voir qu'on est parti de 2012, 48 000 passagers, à un sommet en 2018 de 92 000 passagers. Comment expliquer cette croissance? C'est assez facile à expliquer jusque aux années, je dirais, 2018. Le cheval de bataille des croisières à Montréal, ou je devrais dire la locomotive, c'était la compagnie Holland America. Vous avez tous vu dans le vieux Montréal les navires de Holland America qui venaient jusqu'à 16 fois par saison pour faire des opérations de ce que nous on appelle des turns, c'est-à-dire embarquement, débarquement, donc ce qui signifie c'est la fin de la croisière pour les croisiéristes ou c'est le début de la croisière pour ceux qui embarquent à Montréal. C'est des navires d'une capacité de 1200 à 1400 passagers. Alors vous imaginez que quand ce navire-là vient à 16 reprises à Montréal, ça fait beaucoup de passagers. Euh, la moyenne des passagers transportés par Holland America et AIDA, qui fait partie du même groupe Carnival Corporation, là, que j'ai montré un peu plus tôt, ces deux compagnies-là, jusqu'en 2019, représentaient 70% des passagers. Donc, le moteur, il faut garder ça en tête, le moteur de la croissance à Montréal, ça a été les navires avec une capacité de 1200 jusqu'à 2000 passagers. Les navires de Haida avaient 2000 passagers, les navires de Holland America entre 1200 et 1400 passagers. Alors, 2020-2022, ben, la pandémie. Alors, la pandémie a eu un effet que j'appellerais quasiment dévastateur pour Montréal et pour différentes raisons. Premièrement, mais ça, c'est pas à cause de la pandémie. En 2018, la compagnie AIDA Cruises a déjà annoncé que 2019, ce serait la dernière saison dans laquelle il ferait un déploiement en Amérique du Nord, pas juste à Montréal, en Amérique du Nord. Arrive la pandémie, Holland America a vendu deux des trois navires qui venaient à Montréal, le Rotterdam et le Amsterdam, et annonce par la même occasion qu'à la reprise, ils diminueront de 50% le nombre d'opérations qu'ils font à Montréal et partout sur le Saint-Laurent, évidemment. Plusieurs compagnies aussi déclarent faillite, des petites compagnies qui venaient à Montréal, mais quand même, quand on additionne le nombre de passagers, c'est quand même quelques milliers de passagers. Plusieurs petites compagnies font faillite. Et enfin, CTMA, qui quand même représentait 10% des passagers,
CTMA annonce qu'ils ne reprendront plus les croisières entre Montréal et les îles de la Madeleine, qui sont en recherche d'un navire pour remplacer le vacancier. Donc, au sortir de la pandémie, Montréal se retrouve avec un déficit net récurrent d'environ 40 000 passagers. C'est une belle histoire, hein? Euh, la reprise des trafics se fait d'une manière assez modeste, on va dire, avec en 2022 37 000 passagers, 38 000, on va arrondir, et en 2023 51 000 passagers. Mais rappelez-vous, un déficit récurrent de 40 000 passagers, si on les additionne aux chiffres que je vous donne de 2023, 51 000, on aurait pu espérer avoir 91 000 passagers. Donc, on aurait pu avoir le même niveau de avant la pandémie. Ce n'est pas le cas. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que les navires de 1200 à 2000 passagers, parce qu'Holland America a moins de poids aujourd'hui, ben, représente moins de pourcentage au niveau du volume des passagers à Montréal. Par contre, ce qu'on a remarqué, c'est que les navires entre 250 et 1200 passagers ont un poids de plus en plus important dans le volume des passagers à Montréal. Pourquoi avons-nous une reprise plus lente? Deux raisons principales. Il y a des ponts entre Québec et Montréal, donc on est limité par la taille des navires qui peuvent venir à Montréal. La taille idéale maximum, c'est 49 mètres de haut quand le fleuve est au niveau normal des eaux. Ça, c'est une première raison. Pendant ce temps-là, depuis la reprise des activités, Québec, par exemple, qui n'a pas ce problème de dégagement aérien, accueille des navires extrêmement, des gros navires avec plus fort volume. Et donc, Montréal se voit limité par la taille des navires et donc limité dans le volume. La deuxième raison principale, et c'est la raison pour laquelle j'insiste, parce qu'il faut comprendre la mécanique de l'industrie, c'est que dans la capacité idéale pour Montréal, donc entre 1200 et 2000 passagers, au niveau de la croissance des volumes, il n'y a pas de navires qui se construisent. C'est comme si l'industrie avait effacé cette catégorie et a décidé de construire soit des navires plus gros. Vous avez tous vu récemment le Icon of the Sea, qui ne viendra pas à Montréal, euh, et ou alors alternativement des navires de 1200 passagers et moins. Le tableau à gauche vous montre d'ailleurs que pour les navires de 2000 passagers et plus, dans les 5 prochaines années, on a 25 navires en construction. Pour les capacités inférieures à 1000 passagers, il y en a 14, mais vraiment dans la catégorie idéale Montréal, je dirais, il y a juste un navire en construction par la compagnie Oceania. Donc, j'espère que je ne vais pas vous faire pleurer parce que ma question suivante, c'est est-ce que ça veut dire qu'on est hors jeu? Est-ce que Montréal est voué à disparaître? Alors, fermement, je vous dis non. Pourquoi? Premièrement, la qualité de la clientèle est inversement proportionnelle à la grosseur d'un navire. À ce chapitre, Montréal est vraiment positionné avantageusement auprès des croisières de luxe, des navires dans le segment croisière de luxe. Ce sont des navires dont la capacité est entre 350 et 1200 passagers. Alors, on reçoit déjà les compagnies dans ce segment luxe, Viking, Seabourn, Regent Seven Seas, Windstar, Oceania, Zamara, qui revient cette année, et Hapag-Lloyd et Ponant, qui sont des plus petits navires, mais dans la catégorie luxe.
En 2025, Silversea, qui a un peu boudé Montréal ces dernières années, va revenir. Et en 2026, la compagnie Crystal a déjà réservé. Donc, on se retrouve dans une situation où la majorité des navires qui vont venir à Montréal seront dans le segment luxe. Puis, à un peu plus long terme, je sais déjà que Four Seasons, qui construit son premier navire et qui va en construire un par année, vise déjà à venir pour 2027 pendant le Grand Prix de Formule 1, ça c'est pas une surprise. Et Ritz-Carlton également, qui a lancé son deuxième navire, devrait venir dans les 2, 3 prochaines années. Et moi-même, je suis en démarchage commercial auprès d'autres compagnies qui, jusqu'à présent, ne viennent pas à Montréal, mais auraient un potentiel de développement sur le Saint-Laurent. Deuxième raison de ne pas être pessimiste, 90% des opérations à Montréal, c'est des embarquements-débarquements. Donc, quand un navire amène 1200 passagers et embarque l'équivalent 1200 passagers, ça veut dire que le navire, dans le fond, amène à Montréal 2400 passagers. Et selon le dernier sondage qu'on a fait, pas plus tard que la saison 2023, on sait que 35% de ces passagers passent en moyenne 3 nuits à Montréal dans des hôtels 4 ou 5 étoiles avant d'embarquer ou à la fin de leur croisière. On remarque également une tendance à Montréal, c'est que les navires ont tendance à rester plus qu'un jour. Le schéma traditionnel, c'était Holland America qui arrive le matin à 7 heures le matin, débarque le monde, embarque le monde à partir de 11 heures du matin et s'en va à 17 heures. Donc, c'est 8 heures, 9 heures, 10 heures à quai. Mais là, ce qu'on remarque, c'est que, par exemple, les navires de la compagnie Viking vont rester 3 jours à Montréal. Ils vont arriver, on va prendre un exemple, un lundi. Des passagers qui sont à bord vont sortir, vont faire des excursions, vont aller se balader, retournent à bord le lundi soir et débarquent le mardi, pendant que des nouveaux passagers embarquent le mardi, vont aller se balader, restent la nuit sur le navire et le navire va repartir le mercredi en fin de journée. Donc, on a ici des bassins de passagers qui restent un jour et demi pendant l'opération. Et on a de plus en plus de compagnies qui font 2 ou 3 jours qui restent 2 ou 3 jours à quai. On a des avantages également indéniables à Montréal. On est un des 33 ports à travers le monde à offrir le branchement direct à quai. Et on sait par les études qui sont faites que 88% des navires qui sont en construction dans les 5 prochaines années seront équipés pour se brancher à l'électricité. Bon, là-dedans, il y a des gros navires qui ne viendront pas à Montréal, mais c'est toute catégorie confondue. Qu'est-ce que l'enquête nous a appris également, l'enquête qu'on a fait en 2023? Le groupe d'âge, 51% à peu près des passagers ont 65 ans et plus. Une enquête que j'avais fait faire en 2016 démontrait que ce groupe d'âge était de 65%. Donc, les croisières ont tendance à se rajeunir. On va le prendre comme ça. Le type de croisiériste a tendance à être un peu plus jeune. Ce que l'on sait également, c'est que 68% des croisiéristes font une première visite à Montréal quand ils embarquent à Montréal ou quand ils débarquent à Montréal. C'est la première fois qu'ils visiteront la ville. C'est pas une surprise de voir que la majorité des croisiéristes à Montréal, ce sont les Américains. Et ce n'est pas une surprise de voir que la deuxième catégorie, c'est les autres pays. Et dans cette catégorie, ben, ce sont les Anglais et les Allemands. Donc,
ça répond parfaitement à une des premières slides que je vous ai présentées où je disais, ben, les Américains sont les plus gros voyageurs ou les plus gros consommateurs de croisières et c'est certain que c'est des marchés que Tourisme Montréal, Croisière Montréal, le port de Montréal, ce sont des marchés cibles pour la promotion des croisières à partir de Montréal. Et quand on regarde d'où ils viennent aux États-Unis, ben, on remarque que c'est la Californie, la Floride, le Texas et l'Arizona, et en dernière position, l'État de Washington. Sur une note finale, comment approcher les croisiéristes? Parce que je suppose que c'est le genre de question que vous vous posez. Oui, mais moi, j'aimerais qu'ils viennent manger chez moi ou qu'ils restent dans mon hôtel ou qu'ils viennent visiter ma boutique. Bon, une chose, on va mettre une chose tout de suite au point. Le port de Montréal, quand on a fait la rénovation des installations au Grand Quai du port de Montréal, on a pris la décision unanimement à l'intérieur que jamais il y aurait un commerce qui s'installerait dans nos installations. La raison étant que nous sommes tellement proches de la ville et du vieux Montréal que les passagers peuvent sortir, aller boire un café, ça va leur prendre 150 mètres pour trouver quelque chose. On ne veut pas être en compétition, on veut être en harmonie avec les commerces du vieux Montréal. Ceci étant dit, la manière dont les croisiéristes réservent leur voyage, c'est de plus en plus via Internet. Il n'y a aucun, c'est pas un scoop que je vous donne. De plus en plus de personnes sont indépendantes, vont faire des recherches sur des sites spécialisés, des sites d'hôtels, ou alors via des blogs qui est consacré à l'industrie, où d'autres passagers vont dire, ah ben quand j'étais à Montréal, je suis resté au Saint-Sulpice ou je suis resté à tel autre hôtel, etc. Donc, je pense que ce qui est important, évidemment, pour les hôteliers, c'est de mettre sur pied des forfaits pré et post qui vont avoir un attrait auprès des futurs ou éventuels croisiéristes. Travailler avec les réseaux de distribution, les agents de voyage, c'est probablement la cible la plus importante dans nos démarches que nous faisons. Croisière Montréal, très brièvement, Croisière Montréal, c'est le port de Montréal, Tourisme Montréal, plus 5 partenaires, dont l'ASDC du Vieux-Montréal. Dans les démarches que nous faisons, moi, je m'occupe plus du démarchage commercial auprès des lignes de croisière. Puis ma collègue à Tourisme Montréal s'occupe plus de vente la destination auprès des agents de voyage. Donc, c'est vraiment une cible extrêmement importante pour faire la promotion des hôtels. Et évidemment, ben là, je ne vous apprends rien, se faire voir dans les magazines et dans les médias spécialisés de l'industrie. Euh, on, on essaye le plus souvent possible et on y parvient quand nous organisons ce qu'on appelle des tournées de familiarisation avec des représentants des lignes de croisière, les itinerary planners par exemple, ou les représentants dans les lignes de croisière des destination planners, ou encore des journalistes de la presse spécialisée, on leur fait visiter la ville, le vieux Montréal, on les amène manger dans le vieux Montréal, on va leur montrer où sont les hôtels, on va aller au centre-ville. Donc, on vend la ville, on étant Croisière Montréal, donc on fait la promotion de tout ce qui est le fun, euh, très souvent luxe, euh, tout ce qui est hôtel-boutique ou hôtel 5 étoiles. Donc, on donne vraiment l'éventail de ce qu'il y a à faire à Montréal. Si vous voulez attirer les croisiéristes dans vos boutiques ou restaurants, c'est sûr que vous pouvez être devant le terminal avec une pancarte, venez manger chez moi ou venez voir ma boutique, mais aujourd'hui, ça ne se fait pas. C'est beaucoup d'informations que les passagers vont avoir via Internet. Vous savez, de plus en plus, les passagers, ils sont équipés des nouveaux outils, même s'ils ont 60 ans et plus, comme moi. Mais ils sont capables de surfer sur Internet, d'aller trouver l'information et de préparer leur propre visite. Petite parenthèse, 70% des passagers qui débarquent à Montréal sont ce qu'on appelle des indépendants.
Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas réservé au débarquement à Montréal via le navire un transfert à l'aéroport, un transfert à l'hôtel ou une visite guidée. Donc, ça veut dire que 70% des passagers vont débarquer à Montréal. La très grande majorité vont rester un jour ou deux à Montréal et ceux qui ne restent, qui ont un vol à prendre, ben, c'est très souvent en fin d'après-midi, donc ils vont passer une journée à Montréal. Alors moi, j'ouvre la porte à ceux qui voudraient faire la promotion de leurs produits. Il y a toujours moyen de faire une activation dans le terminal. Il faut simplement qu'on me contacter le directeur du Grand Quai, mais c'est une manière également de faire la promotion des produits. Troisième recommandation, suggestion, beaucoup de lignes de croisière travaillent avec des agences réceptives, donc des Destination Management Company. Il y en a une dans le Vieux-Montréal, mais il y en a plusieurs à Montréal. Il faut simplement googler agence réceptive ou Destination Management Company. Et ces compagnies-là, en fait, sont directement contractées par les lignes de croisière pour différentes choses. Ça peut être pour l'organisation d'un tour VIP, ça peut être pour réserver un restaurant qui a un certain chic ou une certaine atmosphère. Ça peut être pour créer un événement autour du navire. Donc, je pense que c'est intéressant pour vous de prendre contact avec, de vous rapprocher de ces compagnies-là et de voir éventuellement avec qui, quelle compagnie de croisière ils travaillent et de proposer vos produits, vos services. C'est une manière également de mettre un pied dans ce monde des croisières. Euh, ben oui, je n'avais quand même pas terminé sans vous parler de la saison qui s'en vient. Donc 2024. Alors la saison va commencer le 4 mai, se termine le 28 octobre, puis c'est assez intéressant de voir que le 28 octobre, on aura deux navires de la compagnie Oceania, rappelez-vous, segment de luxe. On aura et le Insignia et le Nautica dans le Vieux-Montréal ce même jour. Donc, c'est quelque chose que on va essayer de souligner. Pardon. On a au total 40 opérations cette année, 33 embarquements-débarquements et 7 escales. On va garder le même niveau de passagers que l'an dernier, mais comme je vous l'ai dit, c'est la qualité qui compte, ce n'est pas tellement la quantité. 7 nouveaux navires feront une première visite à Montréal, ou 7 navires, je ne dis pas qu'ils sont nouvellement construits, mais 7 navires feront une première visite à Montréal. Le Volendam de Holland America, 1440 passagers de capacité, 2 navires de la compagnie Ponant, le Champlain, le Lyrial. Ponant, ça fait partie des navires dans le segment luxe. Le World Explorer, c'est intéressant. C'est un navire de 200 passagers. Il est loué, affrété par la compagnie Rivage du Monde, qui est une grande compagnie de voyage française. Et ce navire-là, en fait, je vous dis la petite histoire, là. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je le dis quand même. Ce navire-là appartient à la compagnie Mystic Cruises, qui est une compagnie portugaise qui construit des navires de luxe de 200 passagers et ils en ont encore 6 ou 7 qui s'en viennent, des nouveaux navires. C'est la première fois que la compagnie vient dans la région. Donc, on espère que cette compagnie-là va avoir une excellente expérience dans la région et va déployer plus de navires dans les années à venir. Comme je vous l'ai dit, Oceania va venir avec le Nautica. Ce navire-là vient pour la première fois à Montréal. Et enfin, Fred Olson qui est une compagnie britannique qui venait à Montréal, pas de façon régulière, sporadique, mais qui, les 7 dernières années, n'était plus venu à Montréal, mais là revient avec un navire, le Borealis. Ce que l'on veut mettre en avant également pour la promotion, évidemment, des croisières à Montréal, c'est de souligner quand il y a un anniversaire ou un nombre clé de passagers auprès d'une compagnie de croisière que l'on veut mettre en avant. Puis cette année,
on aura le 25 millième passager de la compagnie Regent Seven Seas, 30 millième passager de la compagnie Viking Cruises, et on sait déjà quelle date, parce que ces navires-là viennent plusieurs fois, et le 40 millième passager de la compagnie Oceania le 6 octobre. Donc, en gros, voilà ce que représente la saison qui s'en vient. En jaune, ce sont des navires qui restent plus qu'un jour. En bleu, ben, ce sont les navires qui font des opérations embarquement-débarquement. Et en brun, ce sont des navires qui sont en escale à Montréal. Donc, vous voyez que ça ne change pas. Le gros de la saison reste le mois de septembre et le mois d'octobre. On travaille très fort pour essayer d'avoir des navires plus tôt dans la saison. On ne désespère pas. Quand on dit on, c'est bien sûr Montréal, mais Montréal, ça fait partie d'une destination et Montréal fait partie de l'Association des croisières du Saint-Laurent qui représente les 9 ports d'escale dans le Saint-Laurent. Donc, le démarchage que l'on fait auprès des compagnies de croisière, mais c'est un démarchage commun de manière à attirer les compagnies de croisière plus tôt dans la saison. C'est certain que si moi, Yves Gilson, je vais sonner à la porte d'une compagnie et dire venez à Montréal au mois de juin, ben, ils vont d'abord commencer à regarder quel type d'itinéraire ils peuvent avoir. Alors, pourquoi septembre-octobre est la plus forte saison? Et puis là, je vous fais un dernier petit cours de euh, géopolitique des croisières. C'est simplement qu'en été, les croisières, le gros des croisières en été, c'est dans la Méditerranée. Puis le gros des croisières en hiver, c'est dans les Caraïbes. Et le Saint-Laurent, en fait, est un lieu de déploiement entre la Méditerranée. Les navires terminent leur saison en Méditerranée, remontent dans le Saint-Laurent, couleur d'automne, beau paysage, pour redescendre à la fin du mois d'octobre vers la Floride ou les Caraïbes. Donc, c'est vraiment à travers les années, c'est le type de circuit qui se déroule. Dernière chose, les différents événements mondiaux ont quand même un impact sur justement le déploiement des navires. Ce qu'on constate, par exemple, c'est que d'une part, le conflit en Ukraine a beaucoup fait baisser le trafic dans la région des Balkans et donc certains navires, certaines compagnies ont décidé de placer leurs navires ailleurs. Puis le conflit en Israël, c'est la même chose. Il y a plusieurs compagnies qui ont annulé des itinéraires qui étaient dans la région pour redéployer des navires vers d'autres régions. Donc, je peux vous dire qu'on en a bénéficié indirectement. Azamara, par exemple, est une compagnie qui devait venir en 2025, mais va venir en 2024. Et une des raisons, c'est simplement qu'ils ont redéployé leur itinéraire vers des régions beaucoup plus sécuritaires qui sont les régions de Canada, New England et donc le Saint-Laurent. Donc, je pense que c'est la fin de ma présentation, en fait. Oui. Euh, alors, je vous écoute pour répondre à vos questions éventuelles. Moi, je voulais juste déjà vous remercier. Je trouvais que c'était assez clair et très instructif. Bon, ben, merci beaucoup. Très instructif parce qu'effectivement, j'avais pas conscience que le gros des croisières était effectivement en septembre-octobre. Donc, c'était déjà. Oui, c'est vraiment la très grosse saison. Là, on voit, on a 28 opérations en septembre-octobre sur 40 opérations. Après, j'ai juste noté dans votre présentation, vous disiez qu'il y avait toujours moyen de se rapprocher du port de croisière pour savoir comment on pourrait, entre guillemets, faire la promotion de son commerce. Évidemment, sans cette notion de vente, hein, j'ai bien compris que ce n'était pas l'endroit pour Oui, ça. Mais on s'il fera. y a quelque chose à faire, j'aimerais bien comprendre la nature de cette chose que l'on pourrait faire, effectivement. Ben, moi, c'est quelque chose que je lance. Je sais que cette année, par exemple, pour souligner les anniversaires de Viking, donc 40 millième, Viking, 30 millième passager de Viking, Viking va être là 3 jours. Donc, moi, je veux souligner le 30 millième passager
On envisage déjà d'avoir des tables avec des produits locaux pour accueillir les passagers et pour leur faire découvrir les produits locaux. C'est le genre de choses qu'on peut faire. Et puis, je vous dirais que c'est le genre de choses qu'on peut faire quand un navire reste plus qu'un jour. Parce que ne perdez pas votre temps pour un navire qui fait son opération de débarquement le matin, qui embarque le monde et qui s'en va dans la même journée. Vous n'allez pas attirer l'attention des gens. Les gens, s'ils restent plus qu'un jour, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient pour vous des clients potentiels qui auront dégusté vos produits ou qui auront vu vos produits et qui pourront décider d'aller vous visiter sur place dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est quelque chose que moi, je lance. On peut en discuter, c'est ouvert à la discussion, mais ça permettrait également, je pense, de, de, de renforcer l'idée qu'à Montréal, ce sont non seulement les opérations de Tourisme Montréal et du port de Montréal qui sont mis à l'avant, mais qu'il y a un support de la communauté d'affaires. Très bien. J'aurais une question également. Vous avez parlé des tours de familiarisation avec Croisière Montréal. Je voulais savoir, est-ce que vous pouviez nous partager des dates ou des moments dans l'année où ces tours de familiarisation se font? Ce que je peux faire, ben, je ne pourrais pas vous le dire maintenant. Je sais qu'il va y en avoir ce printemps, cet été, puis qu'il y en a. Mais c'est on répond également à des demandes qui viennent du champ gauche. Exemple, j'ai une compagnie qui ne vient pas encore à Montréal, que j'ai approché, puis qui dit, ah, ben, je vais envoyer quelqu'un faire un peu du scouting, regarder un peu ce qu'il y a à Montréal, comment sont les hôtels, comment est la vie culturelle, etc. Donc, on va les inviter évidemment à une période, on ne va pas les inviter en plein hiver de préférence, là, on va les inviter au printemps, l'été ou l'automne, mais ça peut être quelque chose qui est demandé le 15 juillet et organisé le 21 août. Donc, j'ai pas d'avance des dates à donner. Parfait, merci beaucoup. N'hésitez pas, d'autres questions, les faciles, les difficiles, il n'y a pas, il y a pas de questions idiotes, donc profitez de ma présence. Au niveau des activations dans le terminal qui sont possibles, est-ce qu'on parle uniquement d'affiches publicitaires? Est-ce qu'il y a plusieurs modèles possibles d'activation? Affiche publicitaire, je vais vous dire, je ne l'ai pas mis dans la présentation. Il y a un kiosque d'information Tourisme Montréal, puis à côté du kiosque, il y a moyen de mettre des petits pamphlets là, publicitaires. Pour être honnête, c'est quelque chose qui intéresse de moins en moins les passagers. Comme je Ouais, l'ai dit, les passagers sont de plus en plus familiers avec Internet. Et donc, avant d'arriver à Montréal, ils auront déjà certainement googlé euh, euh, les différentes attractions où ils veulent aller, et peut-être chercher, tiens, je descends à Montréal, et puis c'est quoi les restaurants dans le Vieux-Montréal? Donc, ils ont cette espèce de réflexe de plus en plus. Bon, vous pouvez toujours aller mettre des pamphlets, là, ça existe. On ne va pas mettre des grandes affiches promotionnelles pour quelqu'un, un restaurant ou une boutique en particulier, mais ce que je vous dis, c'est on peut mettre à disposition des tables. Si vous voulez faire un display ou une dégustation, on peut en parler. Mais comme je vous le dis, il faut viser la clientèle qui en vaut la peine. merci beaucoup. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, merci pour la présentation. J'avais une question au niveau des profils des croisiéristes, là. Vous avez parlé de l'âge, etc. Puis pour ceux qui restent plus de 3 jours, on a une panoplie, une diversité magnifique à Montréal à leur offrir. Est-ce qu'on ouais. connaît un petit peu leurs intérêts? Est-ce qu'il y a des sondages ou des statistiques
qui nous permettent de savoir peut-être ce qu'ils aiment. On sait que les Américains, ils aiment beaucoup, bon, je pense qu'au niveau alimentaire, est-ce qu'on a une tendance un petit peu de leur préférence au niveau art, culture, nourriture, etc., là, pour bien cibler éventuellement? Ben, bon, je vais répondre en deux phases. La première phase, c'est les croisiéristes qui sont à Montréal avant d'embarquer sur une croisière. La problématique, c'est qu'on n'est pas capable de savoir qui ils sont et où ils sont. Donc, c'est très difficile de capter cette information-là. C'est pour ça qu'on on suggère que dans les hôtels, ben, on le fait chaque année, on distribue le calendrier des navires à tous les concierges d'hôtels de manière à ce qu'ils puissent, si des hôtes de l'hôtel va prendre une croisière, qu'ils puissent l'attraper et leur dire, ah ben, vous faites une croisière dans 2 jours, savez-vous qu'à Montréal, il y a un tas de choses que vous pouvez faire, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, etc. On veut former et informer autant que possible ceux qui sont en ligne directe avec les croisiéristes. Donc, je ne peux pas savoir à l'avance ceux qui embarquent, ce qui les intéresse. Par contre, ceux qui débarquent et qui restent plusieurs nuits à Montréal, c'est une volonté d'aller chercher cette information. On ne l'a pas. On va faire des sondages réguliers pour essayer d'avoir cette information. À savoir, ceux qui débarquent, on en a fait un sondage cette année, mais c'est un sondage très court. Donc, on n'a pas été dans le détail. On leur a demandé, est-ce que vous allez rester à Montréal? Combien de nuits, quel type d'hôtel, mais on ne leur a pas demandé est-ce que vous allez aller, est-ce que vous avez des préférences pour les restaurants, est-ce qu'il y a une attraction que vous savez déjà que vous allez visiter, c'est quoi le type de découverte que vous comptez faire. Bon, on n'a pas été là-dedans. On va faire un autre sondage cette année, puis on va aller plus en détail justement sur ce qu'on appelle le cheminement, le journey du passager qui reste plusieurs jours à Montréal. Donc, je ne peux pas vous donner la réponse, j'espère que je pourrai la donner dans un an. Très bien, et merci beaucoup. Parfait. Je ne sais pas s'il y aurait peut-être d'autres questions pour Monsieur Gilson. Puis, vous pouvez lever la main, prendre la parole. Puis sinon, ben, on pourra se laisser sur ça. Est-ce que, La- juste, Oui, 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 juste une petite question, mais très technique. Ce dossier de présentation, vous allez nous le partager? Il sera accessible quelque part? il faut que... Je vais laisser la SDC répondre. Moi, j'ai Oui, laissé la certainement. présentation, donc Ben, et si ça vous convient, nous, oui, on pas de pourra le rendre problème. disponible, oui, assurément, en même temps que le lien de rediffusion de la classe de maître de ce midi. Donc, il y aura un lien pour le télécharger, le récupérer, c'est ça? Oui, on va rendre le PDF disponible. Merci beaucoup, c'est formidable. Bienvenue. Donc, ben, je vous remercie, puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, puis je vous invite à venir visiter le Grand Quai si vous ne l'avez pas encore fait, puis d'aller voir la tour d'observation quand même qui donne un magnifique coup d'œil sur la ville de Montréal. Quand vous dites visiter, c'est-à-dire tout le quai se visite donc, de se présenter, de faire le tour? Ben, les espaces publics sont publics. D'accord? Si Bon. maintenant quelqu'un souhaite plus spécifiquement assister à une opération d'embarquement-débarquement pour voir comment ça se passe, mais ça me fera plaisir d'organiser la visite. Ah, ben oui, pourquoi pas. Toujours instructif. Ah, Parfait. Donc, merci à tous pour votre présence ce midi. Puis, comme je viens de le mentionner, la présentation sera rendue disponible ainsi que le lien de téléchargement dans les prochains jours. Donc, merci encore pour votre présence. Puis, ben, on se Merci dit à beaucoup. la prochaine. Ouais. Merci beaucoup. merci. Merci. Belle journée. Merci beaucoup.